Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, ça y est, j'ai enfin découvert le cinéma de Hou Hsiao-hsien, un artiste taïwanais qui m'a été conseillé par pas mal de personnes ces derniers temps, notamment les amis Jonathan Azia et Desgadi, que je salue s'ils passent par ici. Et comme porte d'entrée, j'ai choisi peut-être son œuvre la plus connue, même s'il a fait quelques films réputés avant, sorti en 2001, Millennium Mambo, qui a eu droit à sa remasterisation et ressortie en 4K il n'y a pas longtemps, donc l'occasion de le remettre en avant, avec au casting dans le rôle principal l'actrice Shuki, accompagnée de Jack Kao, qui était un habitué du cinéma de Hou Hsiao-hsien, le jeune à l'époque Tuan Chun-hao, qui interprète le petit ami violent, et même le japonais Jun Takeuchi. Alors, petite précision d'emblée, je vais faire un synopsis comme d'habitude, mais il faut voir cette œuvre au-delà de son scénario et de son histoire, c'est très important. On va suivre Vicky, une jeune femme qui vit à Taipei, capitale de Taïwan, avec son petit ami très violent, relation toxique donc, elle n'arrive pas à le quitter, voilà, elle revient toujours, quoi, une sorte de boucle infernale à développer donc comme thématique principale, et elle travaille dans une boîte de nuit, donc 80% des scènes sont centrées dans ce milieu nocturne, sous les néons, etc., ou dans l'appartement. À certains moments, cependant, Vicky a des moments de liberté, qui sont peut-être illusoires, que ce soit au Japon ou à travers une rencontre d'un homme plus âgé qu'elle, figure paternelle si on veut, un certain Jack, qui est beaucoup plus calme que son petit ami, mais qui trempe visiblement dans la mafia. On sent que c'est un boss local, donc quoi qu'il arrive, ces deux relations masculines semblent opposées, mais deux reflets d'un même miroir. On pourrait imaginer que son petit ami, par exemple, s'il gravit les échelons dans ce milieu-là, 30 ans après, il sera posé comme ça, mais on sait que les boss Yakuza ou autres triades ici, évidemment, ont tous commencé dans la violence avant de se poser plus tard. Et pas que d'ailleurs dans le contexte asiatique. Il suffit de voir quelques films de Scorsese, aussi, entre autres. Bref, rien ne va pour Vicky, et pourtant il y a cette scène d'ouverture, qui est capitale. Alors je vais y revenir après, mais il y a un point important dans la narration, qui change tout selon moi. Nous avons la voix off de cette héroïne 10 ans après, qui parle d'elle à la troisième personne. Donc d'emblée, on sait que ici nous avons ses souvenirs et qu'elle a pu s'en sortir, entre guillemets, et qu'elle ne se reconnaît plus, tout en se rappelant, évidemment, de certaines choses, en cette jeune femme qu'elle était. Intéressant, ça. Et d'habitude, enfin, je vais quand même tempérer ça très vite, je peux avoir du mal avec les films qui ont cette voix off omniprésente. Ça m'est arrivé par exemple avec Les Moissons du Ciel de Terrence Malick, j'en avais fait une vidéo il y a peut-être plus d'un an maintenant, mais ça peut à certains moments me sortir du récit. Oh, j'ai des contre-exemples comme Forrest Gump par exemple, vous voyez, un gros contre-exemple parce que c'est un de mes films préférés. Et bien là, j'ai envie de dire que sans la voix off, c'est pas le même film, je vais même aller plus loin, sans la voix off, le film n'a pas de sens. Parce que ça met en perspective beaucoup de choses. Je vais suspendre mon avis sur ce film, surtout à chaud et après un seul visionnage. Ce qui est certain, c'est que c'est une véritable expérience cinéma, donc l'essentiel est assuré, que je ne vais pas oublier de sitôt. J'aurai besoin de le revoir et de réfléchir dessus, peut-être que 5 jours après cette vidéo, j'aurai mis ce métrage dans le panthéon de mes découvertes de 2023, c'est pas impossible. Peut-être qu'en le revoyant, il sera dans mes chefs-d'œuvre personnels à vie. Ce qui est certain, c'est que c'est un film à voir, et il faut s'imprégner d'une atmosphère. Puisque, au-delà donc de cette histoire, où il ne se passe pas grand-chose, évidemment, puisqu'on est dans un effet répétitif, redondant, et pour cause, sa vie n'est pas joyeuse, son petit ami violent, la vie nocturne et tout ça, quelques scènes d'amour quand même, mais après ça se redispute, ça se fait mal, et puis quelques rencontres, et ces moments au Japon, sur lesquels je vais revenir quand même, mais un peu bizarre, mais dans la construction c'est passionnant je trouve. Et donc on voit comment elle porte ce regard 10 ans après sur ce qu'elle a été, et c'est intéressant parce que tout est résumé, j'ai envie de dire que ce film nous est clairement, directement présenté et englobé par cette scène d'ouverture qui est peut-être l'un des plus grands moments de bravoure cinématographique qui m'ait été donné de découvrir ces derniers mois.
magistrale, hein, avec l'héroïne filmée de dos, qui se retourne hein, parfois, qui semble fuir, mais en même temps être en connivence avec cette caméra, nous, spectateurs peut-être, ou son passé, ou voilà. Hein. Et elle avance, presque en mode dansante, hein, dans ce tunnel, avec un peu de l'extérieur dehors, avec des néons, une sorte de passerelle. Et elle a l'air joyeuse, et pourtant la voix off nous dit un peu l'inverse. Et cette scène d'ouverture se termine par une descente d'escalier vers l'obscurité. Descente aux enfers qui nous est présentée après pendant toute la partie du film, où elle est à Taïwan en tout cas. C'est extraordinaire, parce que avec ça, plus la voix off, qui vous dit d'ailleurs des choses qui seront répétées plus tard, il n'y a pas besoin... oui, c'est ça. Pas besoin d'essayer de comprendre ce qui va se passer après. Oui, il y a des moments où on peut avoir l'ennui nécessaire et important, je pense qu'avec ce genre de film, c'est clair. Mais ça vous permet d'entrer dans une forme d'abstraction et de vous laisser porter par ce cinéma-là. C'est ça qui est important. D'emblée, Hou Hsiao-hsien, il te passe le message en disant, voyez, voilà, je vous ai tout mis le décor, tout ça, futur, présent, bon. Et vous allez voir ce qui va se passer. Peu importe. Maintenant, profitez du cinéma. Voyez ma narration visuelle. C'est ça qui est important. Et là, vous allez oublier les dialogues, les petits moments, les trucs. Vous allez prendre ça comme un tout. C'est ça la force du cinéma, d'ailleurs. Hein. C'est ça, c'est une œuvre de cinéma pure et totale. Et vous allez comprendre par des choix de mise en scène, sans forcément chercher à mettre des termes techniques dessus, ou hein, que tout est logique et parfaitement pensé, sans esbrouf. C'est le genre de film où vous voyez la forme, bien sûr, parce que c'est extraordinaire, mais celle-ci s'effacer pour instaurer une ambiance. Et là, vous rentrez dans le cinéma. Vous allez au-delà de l'analyse, après vous avez envie d'analyser, évidemment, peut-être, si vous voulez. Mais ce qui est certain, c'est que vous vivez cette expérience grâce à un petit miracle. Hein. Par exemple, des longues focales dans des espaces très confinés, c'est très bizarre, mais ça permet de voir l'enfermement encore plus, alors qu'on est concentré sur les personnages, mais pas que. C'est un choix qui est très fort. Des plans séquences qui se répètent, qui ont à peu près tous la même durée, qui confèrent justement ce rythme-là, un peu lancinant, et cet enfer qui sous forme de boucle. Et voilà. Et puis cette voix off, qui est là aussi pour nous rappeler que bah, cette personne-là qu'on voit, où on pourrait imaginer que ça va être horrible pour elle, oui, 10 ans après quand même, bah visiblement, ça va suffisamment pour qu'elle en parle à la troisième personne. Elle est devenue une autre. Et c'est fort, quoi. Et puis bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur les deux personnalités masculines principales. Fausse, on va dire, représentation calme d'une porte de sortie avec ce mafieux probable, mais en fait, non, puisque c'est potentiellement le reflet de ce que deviendrait son petit ami violent des années après, et que de toute façon, cet homme d'expérience, à un moment, disparaît du récit. Et ces moments au Japon, qui peuvent paraître très étonnants dans le choix artistique en soi, puisqu'on aurait imaginé qu'elle reste dans cet enfer, mais non, des fois elle va au Japon, bon, j'explique pas trop pourquoi, de toute façon c'est pas important. Et là-bas, elle s'émancipe, mais c'est temporaire, c'est fugace, à l'image de cette jeunesse fugace qui nous est présentée ici. Et quand elle est là-bas, elle va se mettre le visage dans la neige par exemple, au moment de pureté, mais très vite elle en revient, elle revient toujours, c'est ça, hein, c'est un film où ça revient toujours. Elle est toujours de retour, malheureusement, malgré elle. Et j'ai envie de parler de la fin aussi, sans dire pourquoi elle est là, cette fin. Même si c'est pas important, il n'y a pas de pourquoi ici. Hein. Qui est complètement à l'opposé du début. Le début, c'est un plan séquence qui est en mouvement, et qui suit ce personnage qui descend. À la fin, on a un plan fixe, avec la neige, et une sorte d'ouverture vers un futur possible. C'est intéressant, ça. Limite, Hou Hsiao-hsien aurait pu pousser encore plus le délire en mettant cette scène de jour. Mais non, on est quand même dans le nocturne toujours. Il n'y a pas une scène de jour, ou très peu hein, dans le film. Je me demande s'il n'y a pas une scène au Japon un peu de jour quand même à un moment, bon bref, je sais plus. Et oui, il a préféré quand même garder cet aspect sombre. Parce que finalement, c'est ça. Hein. Même avec un potentiel espoir à travers la voix off et la fin, rien n'est manichéen, il y a toujours une zone de gris. Donc voilà, même comme référence du cinéma, à la fin, c'est intéressant ça. Le cinéma du passé d'ailleurs, tiens, c'est intéressant parce qu'il joue avec le temps, Hou Hsiao-hsien, avec ce film aussi, à travers ses plans-séquences. Tu dilues un petit peu le récit, puis après tu passes un jour à l'autre, on ne sait pas du tout sur combien de jours ça se déroule, et on s'en fiche. Et à la fin, tu te retrouves à
à convoquer le cinéma du passé pour peut-être t'ouvrir vers l'avenir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis voilà, c'est un film qui va me marquer. Il y a des moments, oui, il y a des plans qui sont là, hein, hop. Notamment quand les deux personnages sont plus ou moins amoureux, enfin, avec son petit ami violent là, avant les disputes. Ça fait un peu ambiance tendue à la Eyes Wide Shut, pardon, pas Eyes, mais Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Je ne sais pas si c'est une influence, c'est sorti 3 ans avant, je crois. Hein. Mais il y a certaines scènes où on les voit comme ça, face caméra, ensemble, qui vont rappeler certaines scènes de Eyes Wide Shut. Donc il y a cette idée que ce couple-là, de toute façon, est mené à sa perte, et pour cause. Donc c'est un film qu'il faut vivre, c'est pas facile d'en parler, surtout à chaud. Donc moi je vous ai donné mon expérience, quelques ouvertures potentielles d'analyse si je reviens dessus un jour, et pour vous en commentaire, hein, si vous connaissez ce film par cœur, vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé, et rebondir sur des choses que j'ai pu dire. Ce qui est certain, c'est que, ouais, il faut le voir, ça c'est sûr, il faut le vivre. C'est un film qu'il faut vivre, et qu'il faut laisser respirer en soi après. Un petit peu le paradoxe de cette impro ciné-critique quand même, du coup, parce que je l'explique et je le dis à chaud, ce que j'ai vécu, mais c'est pas grave. En tout cas, Millennium Mambo, c'est un oui, et ce sera peut-être un grand oui à l'avenir. N'hésitez pas donc à réagir en commentaire, et je vous répondrai avec grand plaisir. Ah oui, j'oubliais un truc quand même. 2 choses, mais c'est lié. La bande-annonce, non. La cinématographie, oui, le directeur de photographie remarquable, le même que In the Mood for Love. 2 films qu'on peut mettre en parallèle, mais qui sont différents. Mais quand même, qui ont des parallèles. Mais c'est surtout la musique, moi, qui m'a marqué, notamment dans l'intro, qui a été composée par... Et j'ai pas le nom sous les yeux, c'est bizarre, ils n'ont pas mis le nom sous les yeux, mais je sais que c'est le même monsieur qui a fait la BO pour Un grand voyage vers la nuit de Bigan, dont j'ai parlé avec Desgadi il y a pas longtemps. Et donc je resalue Desgadi au passage, parce que oui, Bigan s'est inspiré du Millennium Mambo, c'est clair, notamment pour la scène d'ouverture. À un moment, on revient dans le film de Bigan autrement. Voilà, donc ça aussi je voulais le dire, donc je peux maintenant vous redire de réagir en commentaire si vous voulez, et là clairement je vous dis à la prochaine, ciao.